Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus pour cette conférence de presse de la 3e édition de la Journée contre la précarité énergétique. Merci aux journalistes présents en physique, mais aussi à toutes celles et ceux qui sont présents en ligne. Quelques détails pratiques avant de commencer. On va enchaîner d'abord les interventions pendant environ 45 minutes et ensuite on aura un temps de questions-réponses. Voilà, vous pouvez poser vos questions à la fois dans la salle, mais aussi sur le chat, directement dans le chat YouTube de la conférence de presse. Merci si vous posez une question, notamment en ligne, de vous présenter, de dire de quel média vous venez. Alors merci aussi aux intervenants, intervenantes d'être présents. Donc, Maïda Olivier, je suis coordinatrice de la Journée contre la précarité énergétique. Également avec nous Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre, Léana Msika, responsable des affaires publiques chez Doremi, Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France, et Laure Curval, qui est élu du conseil départemental de Gironde et qui représente les collectivités engagées dans un programme SLIM. On y reviendra, c'est un programme C2E qui permet de repérer et d'orienter les ménages en précarité énergétique. Quelques mots sur la journée contre la précarité énergétique. C'est une initiative qui a été lancée par la Fondation Abbé Pierre en 2021, donc c'est la 3e édition cette année. On a été rejoints au fur et à mesure. Aujourd'hui, on est 24 organisations d'horizons assez différents à piloter ensemble cette journée, à la fois impliquées dans le champ de la lutte contre l'exclusion, la lutte contre le réchauffement climatique, des associations de collectivités. Donc on a vraiment l'ensemble des acteurs qui sont engagés sur ces questions, qui sont représentés dans le comité de pilotage. Et l'objectif de cette journée, c'était, à l'arrivée de l'hiver, à la fin du mois de novembre, d'avoir un rendez-vous annuel où on parle de précarité énergétique, qui est un fléau qui continue de concerner 12 millions de personnes en France. Pour rappel, parce que je ne sais pas si ça va être défini par la suite, être en précarité énergétique, c'est faire partie des 30% des ménages les plus modestes et dépenser plus de 8% de son revenu dans l'énergie et ou souffrir du froid dans son logement. Voilà, donc concrètement, la journée contre la précarité énergétique, c'est énormément d'événements organisés partout en France. Je vais vous en citer quelques-uns qui commencent déjà à avoir lieu, mais qui auront surtout lieu autour du 23 novembre. Donc on a des visites de chantiers de rénovation performante qui sont organisées notamment par Doremi dans le sud de Lyon. On a des débats sur la précarité énergétique en milieu rural, les enjeux spécifiques dans ces territoires organisés dans la Creuse, des événements de sensibilisation à la précarité énergétique organisés par Solia dans les Outre-mer, des pièces de théâtre, des séminaires à destination des professionnels pour continuer à former les professionnels à ces questions, à l'évolution des normes. On organise également des rencontres au Salon des maires qui va se tenir du 21 au 23 novembre pour échanger avec les élus sur cette question. Une émission de radio organisée par Radio Campus sur la précarité énergétique étudiante. La Fondation Abbé Pierre, on organise une table ronde avec la ville de Paris, en présence de l'adjoint d'Anne Lert à la transition écologique à la ville de Paris, qui aura lieu à la mairie du 19e le 23 novembre. Et également, pour vous dire qu'il y a vraiment un large panel d'acteurs qui est impliqué, des députés organisent une conférence de presse le 23 novembre pour présenter une proposition de loi pour accompagner les consommateurs de gaz et d'électricité et présenter des mesures de protection supplémentaires pour les consommateurs. Au total, c'est 170 événements qui sont organisés partout en France. On est à une semaine de la journée, donc on sait qu'il y a encore des événements qui vont s'inscrire. Donc la journée, on est assez content de voir que l'initiative continue à prendre de l'ampleur, qu'il y a de plus en plus d'événements qui sont organisés. Après, c'est aussi le signe que malheureusement, la précarité énergétique est toujours autant d'actualité, que ça continue d'augmenter, de concerner de plus en plus de personnes. Christophe Robert y reviendra, mais c'est un peu la tonalité de cette 3e édition, c'est dire que tous les indicateurs qu'on suit sont à la hausse sur le suivi de la précarité énergétique, malgré le fait qu'on a peut-être une impression, notamment au niveau politique, qu'on serait sorti de la crise énergétique, alors qu'en fait on continue à voir les effets de la crise énergétique sur les ménages. On fera également un point sur les différentes avancées législatives qui sont en cours ou à venir, et notamment parler maintenant de l'enjeu de la mise en œuvre de ces réformes, et ça c'est Léana Msika qui reviendra. En bref, le chantier de la lutte contre la précarité énergétique a commencé, mais le gros reste encore devant nous, et on va faire un point sur tous ces aspects maintenant. Je laisse la parole à Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre.
Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci au comité de pilotage de cette journée. Merci à toutes les organisations qui ont multiplié ces événements partout sur le territoire. C'est vraiment une belle nouvelle. Merci à vous pour votre présence. Merci à vous pour votre présence en présentiel ou en distanciel. Oui, donc comme le disait Maïder, ce qu'on constate en fait, les indicateurs disponibles sur le sujet montrent que la précarité énergétique continue d'augmenter en 2023. Quand on regarde les chiffres du médiateur national de l'énergie, on voit qu'en 2023, 31% des Français ont eu des difficultés pour payer leur facture d'énergie. Donc ça veut dire qu'on est à près d'un tiers. Et il faut bien intégrer le fait que c'est un chiffre qui augmente fortement. 31% en 2023, c'était 18% en 2020. Donc une forte augmentation, on y reviendra sur les raisons. Avec un sujet qui nous inquiète beaucoup, c'est le fait que ce sont les jeunes qui sont particulièrement concernés, très très surreprésentés, puisque 55% des 18-34 ans sont concernés. Ils sont aussi, et ça c'est le deuxième indicateur qui témoigne de la fragilité dont parlait Maïder, ils sont plus en plus nombreux chaque année à souffrir du froid chez eux. C'est 26% en 2023. Ça a presque doublé depuis 2020. Donc, quand on pose la question, vous avez un quart des personnes, des ménages qui vous disent que, ils ont souffert du froid dans l'année en cours. Il explique pour la plupart par la nécessité de limiter le chauffage pour des raisons financières. Donc ça, c'est un des premiers facteurs. Mais quand même un tiers du fait de la mauvaise isolation de leur logement. Les deux pouvant se cumuler, mais on voit à quel point la question des passoires thermiques est au centre du projet d'amélioration des conditions de vie. Troisième indicateur de fragilité en 2023, 79% des consommateurs ont restreint leur chauffage pour limiter les factures. Là aussi, c'était 53% il y a 3 ans. Donc on voit très fortement augmenter la précarité énergétique, les mauvaises conditions de vie, essentiellement pour des raisons financières, même si évidemment c'est accouplé avec la situation avec la réalité des passoires thermiques. Alors, on aura l'occasion dans cet échange de reparler des dispositions qui ont été prises pour pouvoir améliorer, rénover les passoires thermiques, MaPrimeRénov', donc je n'y reviens pas, mais là où moi je voulais insister, c'est sur un gros point noir. Autant il y a des évolutions peut-être en matière de rénovation à venir, on l'espère, encore faut-il le faire, c'est ce que disait Maïder, mais autant sur la question de l'aide au paiement des factures, on est vraiment en dessous. Ces factures, elles augmentent fortement. Et donc, de notre point de vue, il faut impérativement beaucoup plus aider immédiatement les ménages qui se retrouvent dans une situation indigne, c'est-à-dire ne pas pouvoir se chauffer du tout ou ne pas pouvoir se chauffer convenablement, avec toutes les conséquences sanitaires que cela peut avoir, mais aussi sur les conditions de vie au quotidien, sur l'isolement social. On sait que ça provoque aussi de l'isolement social. Et quand on regarde, alors c'est pas surprenant, vous avez 73% des Français qui ont constaté une hausse de leur facture. En 2023, alors, premier élément d'explication, c'est sans doute l'extinction progressive des boucliers tarifaires. Hein, vous savez, ce fameux bouclier qui a coûté 40 milliards d'euros, peut-être 28 net, mais, et qui a commencé à dégraisser, enfin, comment dire, à se restreindre. Donc sur l'électricité, on a assisté à une hausse de 15% alors, des tarifs réglementés alors qu'on l'avait capé à 4%. Donc c'est un effort de l'État indéniable. Mais quand vous prenez 15% et que vous êtes déjà dans une situation de fragilité, c'est évidemment très très douloureux. Et puis, l'autre facteur explicatif, c'est qu'il n'y a pas eu de chèque exceptionnel cette année, de chèque énergie exceptionnel, alors qu'en 2022, il y en avait eu un, avec un montant qui variait de 100 à 200 euros. Alors, ce n'est pas la panacée, mais c'est quand même un coup de pouce, en plus du chèque bois et du chèque fuel. Donc, ça, c'est deux éléments qui expliquent la fragilité que l'on connaît aujourd'hui, et sachant qu'il faut bien avoir en tête aussi que malgré le bouclier, malgré donc les mesures prises pour essayer de pallier la crise énergétique, en réalité, ça n'a pas empêché les factures d'énergie pour le logement d'augmenter sensiblement pour les ménages. En moyenne, c'est 310 euros
entre 2019 et 2022 d'augmentation. Et vous savez que le chèque énergie, qui est censé donc aider les ménages les plus modestes à se chauffer, en moyenne, ce chèque énergie, il est de 148 €. Le chèque énergie. Quand on sait que la facture, du fait des augmentations dont on vient de parler, la facture moyenne pour se chauffer dans le pays, c'est plutôt 1 900 €. Vous retrouverez ces chiffres dans le dossier de presse, hein, j'ai conscience qu'il y en a beaucoup. Donc c'est la raison pour laquelle nous demandons, nous en tout cas à la Fondation Abbé Pierre, un élargissement du chèque énergie, c'est-à-dire pour toucher des ménages qui n'en sont pas bénéficiaires aujourd'hui, mais qui souffrent de ces difficultés à pouvoir se chauffer convenablement, et un triplement du montant du chèque énergie. En gros, pour la faire vite, on fait un gros bouclier, ça coûte des dizaines de milliards d'euros, mais il n'est pas ciblé. Il s'adresse aux très 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 riches, comme il s'adresse aux très 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 pauvres. Mais quand on baisse la voilure sur ce bouclier, si on n'aide pas davantage les ménages les plus fragilisés, eh ben, on n'est pas prêt de sortir de cette difficulté de la précarité énergétique. Le troisième sujet que je voulais aborder avec vous, c'est la nécessité de lier, d'articuler la lutte contre la précarité énergétique avec la lutte contre l'habitat indigne. Alors ça, c'est un sujet qui tient très fortement à cœur la Fondation Abbé Pierre parce que, si vous voulez, pour vous dire les choses simplement, on a des programmes, nous, d'aide pour les ménages en situation indigne, de logement, d'habitat indigne, et on voit qu'il peut y avoir parfois des travaux qui sont menés dans le cadre de la rénovation thermique des logements, mais le logement reste encore indigne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut impérativement que MaPrimeRénov', qui est donc l'outil qui permet aux ménages de rénover leur logement, soit couplé, soit articulé avec la possibilité de faire sortir de l'indignité les logements. Je pense à la question du traitement des toitures, je pense à la question par exemple de l'assainissement. Donc il faut que ces aides à la rénovation thermique des logements soient couplées avec les aides pour pouvoir sortir de l'indignité un certain nombre de logements. Le quatrième sujet, les quatrièmes points que je voulais aborder avec vous, c'est un certain nombre de sujets qui nous tient beaucoup à cœur. Je pense l'ensemble des acteurs, mais aussi à la Fondation Abbé Pierre. C'est la question des coupures d'énergie. Vous savez qu'en France, on peut couper l'énergie. Hein, on peut soit réduire la puissance parce que le ménage est en impayé, soit couper purement et simplement l'énergie. Donc on se retrouve dans le noir. On ne peut pas charger son téléphone, on ne peut pas maintenir le frigo allumé. En 2022, il y a eu 863 000 ménages qui ont subi l'intervention d'un fournisseur d'énergie, de leur fournisseur d'énergie. Ça fait un moment qu'on milite pour interdire définitivement, par la loi, les coupures d'énergie. Et on veut continuer à porter ce combat. On a travaillé étroitement avec EDF pendant plusieurs années sur le sujet, au point qu'EDF a décidé d'arrêter les coupures d'énergie et de les remplacer par des réductions de puissance. Alors, réduction de puissance, c'est pas la fête, hein, mais au moins, vous pouvez maintenir votre téléphone, votre frigo et charger votre ordinateur pour les gamins à l'école. Donc, vraiment, on en appelle à une prise de conscience du législateur sur cette nécessité de passer de coupures à des réductions de puissance. On peut déterminer le niveau de la réduction de puissance, hein, ça se discute en termes de kilowattheure, mais en tout cas, c'est un sujet qu'on voudrait vraiment pousser. D'ailleurs, on aura, dans le cadre de la journée de la lutte contre la précarité énergétique au Salon des maires dont parlait Maïder tout à l'heure, avec EDF, on donnera les résultats d'une première étude qu'on a menée sur le sujet depuis que EDF, donc le fournisseur historique, a choisi d'arrêter les coupures. Mais vous voyez, c'est dépendant d'un fournisseur. Et puis ça pourrait changer. Donc il faut que ça passe par la loi, comme ça s'est fait en 2013, avec l'interdiction des coupures d'eau, considérant que c'était totalement indigne, que c'était c'était pas de la modernité. Donc on peut le faire, on l'a fait sur l'eau en 2013, on peut très bien le faire en 2023 sur la question de l'énergie. Dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est un travail qu'on a fait il y a quelques mois. Et rappelez que la question de la précarité énergétique, c'est aussi l'été. On a produit en juin 2023 à la Fondation Abbé Pierre un rapport consacré à cette question, c'est-à-dire à la précarité énergétique d'été et à ce qu'on a appelé les bouilloires énergétiques. Je ne vais pas vous balancer encore de nouveaux chiffres de façon trop dense, mais quand même, en 2022, alors année particulière hein, sur le front de l'été qu'on a vécu, mais on sait que c'est quand même amené à se reproduire de plus en plus malheureusement, 59% des Français ont souffert de la chaleur dans leur logement. Donc, il faut vraiment qu'on mette le paquet pour intervenir sur cette forme émergente de mal-logement, puisque c'est une forme de mal-logement liée à l'aggravation du réchauffement climatique,
à travers des solutions durables, on va en parler, sur la rénovation, d'une part. Donc, par exemple, ne pas passer par la clim, c'est évidemment pas la solution. Mais aussi des aides financières à apporter aux ménages qui le subissent de plein fouet. Je pense à l'installation de protection solaire, de peinture claire, l'utilisation de biomatériaux dans les rénovations, et puis la lutte contre les îlots de chaleur aussi urbains, avec la végétalisation, ces îlots de chaleur urbains dont souffrent particulièrement les habitants des quartiers populaires, et ça a été très très fortement le cas l'année 2022. Voilà pour ce que je voulais vous dire. Je passe la parole à... Merci Christophe. Et je passe la parole à Léana Msika, donc responsable des affaires publiques chez Doremi, qui va notamment nous faire un point sur la rénovation, un peu en état des lieux de où on en est de la rénovation thermique des logements et notamment toutes les nuances de performance qui existent aujourd'hui. Bonjour à tous, merci beaucoup. Normalement, j'ai un micro ici si ça fonctionne. Donc oui, rapidement, Doremi, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui est spécialiste de la rénovation performante des maisons. Donc transformer des maisons qui sont pour certaines des passoires en des logements basse consommation, BBC rénovation ou équivalent après travaux, donc globalement l'étiquette A ou B du diagnostic de performance énergétique. Dit autrement, l'objectif de Doremi, c'est de transformer des consommations de chauffage, parfois fossiles, qui sont un poids dans le budget des ménages, en des emplois locaux pour la rénovation, grâce à des rénovations performantes qui agissent vraiment, on a utilisé ce mot récemment, comme des boucliers contre la hausse des prix de l'énergie pour les ménages. On est en moyenne sur des divisions par 4 à 8 des consommations de chauffage après travaux. On agit donc pour cela au niveau de Doremi à plusieurs niveaux, avec la formation sur chantier de professionnels du bâtiment, la formation des accompagnateurs Rénov qui accompagnent les ménages dans leurs projets, le suivi qualité et l'accompagnement de projets de rénovation directement, mais aussi la production d'outils techniques, de méthodes, de guides dans le cadre de recherche et d'études qui sont nécessaires pour montrer quel type de rénovation il faut mener en fonction des objectifs à la fois climatiques et maintenant sociaux aussi. Donc la motivation initiale des membres de Doremi, c'était vraiment une motivation climat-énergie. Et en fait, au fur et à mesure des années, on s'est rapproché d'acteurs plutôt du monde de la précarité en dressant un constat commun qui est que les rénovations avec des gestes simples, isoler juste une partie de la maison, changer une chaudière, changer quelques fenêtres, ne permettaient pas de sortir de façon pérenne de la précarité énergétique. Avant la crise, on était à 5% de hausse des prix de l'énergie par an. Avec des rénovations qui faisaient 25% d'économie d'énergie, on arrivait très vite au même niveau d'effort budgétaire pour les ménages. Aujourd'hui, avec la crise et la hausse des prix de l'énergie, je ne vous parle même pas de ce type de rénovation-là. Et donc, on a vraiment de plus en plus dressé un constat commun que ce sont les rénovations performantes, quand on divise par 4 à 8 des consommations de chauffage, quand on a une hausse des prix de l'énergie, l'effet est beaucoup moins sensible sur le budget des ménages. Et donc, c'est ces rénovations performantes-là qu'on doit pousser comme solution pérenne contre la précarité énergétique. Et donc, aujourd'hui, on travaille vraiment ensemble, acteurs du climat, de l'énergie et acteurs du monde du social, pour rendre ces rénovations performantes accessibles aux ménages les plus modestes. Donc, c'est un travail qu'on mène notamment dans le cadre de cette journée contre la précarité énergétique dont on est membre depuis le démarrage. Le message clé que je veux vous transmettre aujourd'hui par rapport à l'actualité 2023-2024, qui est qu'on a été un large collectif vraiment en 2023 tout au long de l'année d'acteurs du monde du bâtiment, du monde social, des ONG climatiques, des associations, des industriels aussi et des collectivités à travailler ensemble pour proposer des évolutions, des aides à la rénovation pour aller non seulement vers une résorption de la précarité énergétique, mais aussi des enjeux climatiques qui affectent d'autant plus les ménages les plus modestes. Donc on a porté des propositions qui ont amené aujourd'hui à une réforme qui a été annoncée cet automne pour un changement des aides au 1er janvier 2024, avec de réelles évolutions positives qui marquent vraiment un tournant au niveau des aides que je vous décrirai tout à l'heure. Donc une meilleure prise en charge, ce qui permet une baisse du reste à charge pour les travaux, pour les ménages notamment les plus modestes. Donc ça nous donne un espoir d'une résorption plus importante et pérenne de la précarité énergétique. Mais on voulait vous alerter vraiment sur des points de vigilance sur cette réforme aussi qui pourraient limiter ses effets positifs, voire faire complètement échouer cette réforme et engluer les personnes dans la précarité énergétique ou en faire tomber davantage dans la précarité énergétique, comme on disait, avec une hausse des factures. Des personnes qui n'étaient pas en précarité énergétique jusqu'ici peuvent le devenir.
Au niveau du paysage actuel, on se demande souvent où on en est au niveau des rénovations performantes. Donc les derniers chiffres de MaPrimeRénov' de l'État d'octobre 2023 ont montré que depuis 2020, il y a eu à peu près 2 millions de rénovations qui ont été accompagnées par l'État, dont à peu près 200 000, donc 10%, qui seraient des rénovations dites globales. Et là, j'attire votre attention sur les termes. C'est votre métier aussi en tant que journaliste de faire attention aux termes. Et je pense que c'est un gros débat qu'on a aujourd'hui dans le monde de l'énergie. Ces 10% de rénovation globale ne le sont pas au sens de la loi. Donc on a la chance d'avoir bataillé à plusieurs en 2021 pour aboutir à la loi du 22 août 2021 qui a inscrit dans l'article L111-1 du Code de la construction et de l'habitation la définition officielle de la rénovation performante. Je vous la fais courte, on pourra revenir dessus si vous voulez au niveau technique, mais globalement une rénovation performante, c'est une rénovation qui amène le logement en classe A ou B après travaux, avec quelques exceptions. Classe A ou B, ce qui veut dire d'étudier l'ensemble des 6 postes nécessaires à une rénovation performante, l'isolation de la toiture, des murs, du sol, l'installation d'une ventilation performante, le remplacement des portes et fenêtres et l'installation d'un chauffage performant. Et une rénovation globale, c'est tout simplement une rénovation performante qui est menée en moins de 18 mois, donc globalement en une étape de travaux. Et donc nous, en tant que spécialistes de la rénovation performante d'Oremi, on a vraiment outillé et montré au niveau technique que ce sont ces rénovations globales en une étape qui permettent le mieux de sortir de la précarité énergétique de façon plus rapide, puisqu'on fait l'ensemble des travaux en une fois. Au niveau thermique, c'est beaucoup plus efficient, au niveau de l'utilisation des fonds publics aussi, et au niveau social et humain, on ne peut pas se permettre d'intervenir 10 fois chez des ménages, notamment les plus modestes, pour à chaque fois faire un petit morceau de travaux. L'enjeu, c'est d'arriver en une fois, donc c'est un peu plus important au démarrage, mais au moins en une étape de travaux, on sait qu'ils sont prémunis pour longtemps contre la précarité énergétique, alors que par étape, on a toujours le risque que le ménage se décourage et s'arrête au bout de quelques étapes. Donc sur ces rénovations globales aujourd'hui, difficile d'avoir un chiffre clair. La plupart, globalement, sont quand même dans les logements collectifs et chez les bailleurs sociaux, beaucoup moins dans le parc privé, notamment le parc des maisons, qui abrite beaucoup de ménages en précarité énergétique. On l'oublie souvent, on a l'impression que les ménages propriétaires occupants de maisons sont riches. Ce n'est pas le cas de tous. En fait, on a des ménages qui héritent de maisons qui sont en très mauvais état et qui n'ont pas forcément les moyens de les réhabiliter. Et deuxième phénomène qu'on observe de plus en plus, les maisons, les passoires, les moins isolées, sont moins chères sur le marché et donc vont concentrer davantage de propriétaires les plus modestes parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter un logement en meilleur état. Donc aujourd'hui, la rénovation globale reste quand même minoritaire dans le paysage. L'objectif de l'État pour 2024, c'est de réaliser, avec cette réforme des aides, 200 000 rénovations d'ampleur en 2024. Là aussi, j'attire votre attention sur les termes. Rénovation d'ampleur, je ne vous en ai pas parlé dans la définition de la loi. Ce terme n'existe pas. C'est un nouveau terme qui vient d'apparaître, qui nous fait vraiment craindre un risque de dérive, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sûr que rénovation d'ampleur égale rénovation performante. Donc on aura une vigilance particulière là, dans les semaines à venir, et je vous invite aussi à la voir, sur la publication des arrêtés qui vont donner les détails techniques. On parle souvent de petits détails techniques, sauf que c'est ça qui fait l'ensemble d'une réforme et son succès, qui vont définir vraiment qu'est-ce que seront les critères de performance à atteindre. Donc ici, dans le cadre de la journée contre la précarité énergétique et dans les acteurs qu'on fédère, on est vraiment aligné sur le fait que la rénovation performante, c'est celle qui est définie dans la loi. On atteint la classe A ou B après travaux ou par exception la classe C et idéalement en une étape de travaux quand c'est possible. Donc forcément, ce que je vous décris là, ce sont des rénovations où l'investissement initial il est plus important. Et pourtant, quand on regarde les chiffres, donc d'Oremi qui est spécialiste de la rénovation performante, on a 50% de nos chantiers qui ont été menés par des ménages modestes et très modestes. Donc ça, c'est un chiffre qui tord complètement le coup aux idées reçues sur ce type de rénovation-là. Et ça, c'est permis par un accompagnement fin des ménages, qui nécessite du temps, donc des ressources, mais aussi par une optimisation qu'on fait avec les professionnels du bâtiment en les formant au niveau technique, et une optimisation des aides qui jusqu'ici étaient très compliquées à agencer pour avoir un financement qui tient la route pour ce type de ménage. Mais donc le message, il est clair aujourd'hui, c'est déjà une réalité, on sait collectivement accompagner des ménages modestes et très modestes en précarité énergétique à faire des rénovations performantes, qui peuvent être d'un montant de 70 000 à 80 000 euros parfois. Et donc, c'est souvent des plans de financement, on fait appel les uns aux autres, donc avec des aides de la Fondation Abbé Pierre, des aides du Secours catholique, des aides des collectivités locales et des aides nationales. Et tous ces petits bouts font qu'on arrive à financer des projets qui ne sont pas assez nombreux aujourd'hui et qui doivent augmenter grâce à cette réforme. Donc, ce qu'il y a de positif dans cette réforme pour 2024, c'est qu'au 1er janvier, il y aura une réelle simplification.
Au niveau des dossiers, il y a une fusion des aides MaPrimeRénov', l'aide de l'État, et des aides des certificats d'économie d'énergie, des fournisseurs d'énergie, qui sont les deux principales aides qui financent la rénovation aujourd'hui. On va avoir un dossier unique, qui est une demande, je pense, qu'on faisait ensemble depuis des années et qui va permettre d'accélérer le montage des projets, qui permet aux ménages d'aller au bout, puisqu'on a beaucoup de ménages qui peuvent se décourager et s'arrêter dans leurs projets. Un deuxième élément, les barèmes ont fortement changé et augmenté, notamment pour les ménages modestes et très modestes, avec une meilleure prise en charge. Ce qui fait qu'on va avoir une baisse du reste à charge et donc davantage de ménages qui vont pouvoir réaliser ce type de rénovation. Un signal qui est extrêmement fort, c'est qu'on montre enfin, l'État montre enfin avec cette réforme dans les aides que plus vous faites une rénovation performante, plus l'impact est positif et donc on vous aide davantage. Si vous faites une rénovation plus performante, vous avez plus d'aides que si vous faites une rénovation moins performante. Donc ça, c'est un signal qui, jusqu'ici, n'était pas le cas. Vous pouviez, jusqu'ici, avoir davantage d'aides en faisant une rénovation partielle plutôt qu'une rénovation basse consommation, ce qui était complètement ridicule. Autre élément, une rénovation qui sera faite en une étape, en 2024, aura plus d'aides qu'une rénovation qui sera faite par étape. Donc, à nouveau, ça confirme le signal qu'on avait au niveau technique et économique de l'intérêt d'accompagner les ménages vers des rénovations performantes en une fois. Donc ça, c'est vraiment un très bon signal. Les aides, pour vous donner un exemple, nous, on a accompagné récemment un ménage dans la Drôme, un ménage très modeste qui avait une maison classée F. La rénovation lui a permis d'atteindre la classe B. Au niveau des aides, en 2023, cette personne a pu avoir une aide MaPrimeRénov' de l'État de 17 000 € et des certificats d'économie d'énergie à 9 000 €. Donc on est sur 26 000 € d'aide publique. Ensuite s'ajoutent des aides de dispositifs comme peuvent en proposer la Fondation Abbé Pierre et d'autres structures, et des aides locales des collectivités. Mais donc au niveau MaPrimeRénov' et certificats d'économie d'énergie au niveau de l'État, on était à 26 000 €. Demain, au 1er janvier 2024, si ce même ménage fait la même rénovation, il aura le droit à 63 000 € d'aide. On passe de 26 à 63. Donc c'est vraiment conséquent et nous on incite sur le côté positif puisque ça fait des années qu'on demande ce type d'aide. Donc on espère avoir davantage de rénovations performantes et on le pense. Et ce qu'on recherche, c'est un élément un peu particulier que je vais vous partager là. Avec les ménages, on essaie de ne pas parler de retour sur investissement. On ne regarde pas en combien de temps on rentre dans l'investissement. Ce qu'on regarde plutôt, c'est la réalité des ménages. Combien sort de ma poche chaque mois avant et après travaux. C'est ce qu'on appelle l'équilibre en trésorerie. Donc nous, on fait en sorte, avec des rénovations, quand on divise par 4 à 8 les consos de chauffage, vous prenez une consommation de chauffage avant travaux qui était très importante, vous la réduisez sensiblement, et ce qui libère de la capacité d'emprunt, notamment pour les personnes qui peuvent faire un éco-prêt à taux zéro pour financer une partie de la rénovation. Donc l'idée, c'est qu'après travaux, les consommations de chauffage résiduelles et le remboursement des travaux soient inférieurs ou égales à ce qu'on avait avant travaux. Dans certains cas, on a déjà des charges inférieures après travaux, avant travaux. Et donc ça dépend énormément du type de ménage. Certains ménages peuvent accéder à un éco-prêt à taux zéro et d'autres pas du tout. Et ça fait partie des points de vigilance que je voulais vous partager ici. Donc vigilance dans les semaines à venir sur cette réforme. D'abord autour du vocabulaire de rénovation d'ampleur dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui ne donne pas de garantie sur la performance et qui n'a pas de base légale. Et c'est dommage de voter des lois à l'Assemblée donnant des définitions légales et ensuite d'avoir des aides nationales qui ne respectent pas ces lois. Deuxièmement, dans cette réforme, point d'attention, on a deux forfaits. Un forfait rénovation performante dont je vous ai parlé, qui peut aller jusqu'à 63 000 € d'aide, donc qui est conséquent. Et un forfait chauffage, donc avec pour le chauffage, simplement le changement de chauffage sans forcément isoler. Donc par chance, les logements classés F et G, les passoires énergétiques sont exclus de ce dispositif pour encourager les ménages à aller vers des rénovations performantes. Cependant, comme tout le dispositif en 2024 est basé sur des sceaux d'étiquettes énergétiques A, B, C, D, E, F, G, on sait très bien qu'il peut y avoir des dérives et on les observe aujourd'hui avec des diagnostics de performance et des audits qui trichent complètement sur les lettres en sous-estimant les consommations avant travaux ou en les surestimant et en sous-estimant ou en surestimant les consommations après travaux selon ce qui est le plus intéressant. Donc vous pouvez avoir un ménage en précarité énergétique qui est dans un logement F et donc qui n'est pas éligible au forfait pour seulement changer son chauffage, et un auditeur pourra le classer E facilement, et donc il pourra être amené avec des mauvais conseils à uniquement changer son mode de chauffage, ce qui certes va faire un peu d'économie d'énergie, mais pas du tout assez pour le sortir durablement de la précarité énergétique. L'autre élément, c'est que pour aller vers des rénovations performantes, vous aurez l'obligation au 1er janvier de vous faire accompagner par un accompagnateur rénov'. C'est un accompagnement qui va être payant, pris en charge par l'État, mais on ne sait pas encore quel sera le prix des accompagnements et donc le reste à charge pour les ménages. Et deuxièmement, cet accompagnement nécessite forcément plus de temps. Donc si vous êtes
conseillé par quelqu'un de peu scrupuleux, il y en a beaucoup qui ont envie de faire échouer le pilier performance de cette rénovation et de cette réforme et faire en sorte qu'il y ait plutôt davantage de changements de chauffage seul. Si vous êtes mal conseillé, vous serez un ménage en précarité énergétique et vous allez dépenser de l'argent pour vous faire accompagner pour un changement de chauffage seul avec des économies d'énergie qui seront clairement limitées et une décarbonation qui sera aussi limitée. Au niveau de la trésorerie, dernier point, un vrai problème pour les ménages en précarité énergétique, c'est l'avance de trésorerie. Vous avez beau avoir 63 000 € d'aide, si elle arrive à la fin des travaux et que vous devez faire une avance aux artisans pour les payer, comment vous faites ? Donc aujourd'hui, il y a des avances d'aide qui sont permises, qui sont améliorées dans cette réforme, mais les avances ne sont que partielles, elles ne vont pas jusqu'à 100%, et elles ne sont pas automatiques, c'est-à-dire que c'est au ménage de faire une demande pour avoir ces avances d'aide. Et toujours le même problème pour l'accès à l'éco-prêt à taux zéro pour certains ménages, puisque aujourd'hui l'éco-prêt à taux zéro ne valorise pas les économies d'énergie. Comme je vous le disais, si on divise par 4 à 8 une consommation de chauffage, le taux d'endettement n'est pas du tout le même qu'avant travaux. Et ça, les banques ne le prennent pas en compte pour le taux d'endettement et donc refusent des éco-prêts à taux zéro à des ménages qui pourraient les supporter grâce à la baisse des consommations d'énergie. Et donc on a des ménages qui, en soi, sur le papier, avec toutes les aides, pourraient faire la rénovation, mais ne le font pas, faute de trésorerie et faute d'éco-prêts à taux zéro. Donc voilà, en résumé, vraiment des avancées qui sont très positives, qu'on souhaitait et qui, je pense, sont permises par l'alliance qu'on a aujourd'hui d'acteurs de l'énergie et de la précarité, et des gros points de vigilance à surveiller ces prochaines semaines. Merci Léana. Peut-être je précise, voilà, on est évidemment tous les acteurs du comité de pilotage de la journée sont très satisfaits de cette réforme, mais on rappelle aussi que la stratégie nationale bas carbone affichait déjà un objectif de 370 000 rénovations complètes, très performantes, donc on va des rénovations qui permettent d'atteindre la classe A ou B. L'objectif c'était 370 000 en 2022. Et on est plutôt à 66 000 selon les chiffres de l'ANA, mais c'est même des critères moins ambitieux que ce que la stratégie nationale bas carbone affichait. Donc voilà, maintenant ce passage, ce nouvel objectif de 200 000, il est nécessaire parce que ça représente un triplement par rapport à aujourd'hui. Mais c'est en deçà de ce que la stratégie nationale bas carbone affichait déjà. Sans transition, je passe la parole à Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France, qui va nous parler du lien, de l'engagement de Greenpeace sur ces enjeux et des enjeux climatiques liés à la précarité énergétique, et aussi parler de la nécessité, un peu un retour d'expérience sur l'inscription de normes, la nécessité d'inscrire des contraintes et des normes dans la loi pour avancer sur ces enjeux avec le grand débat de l'interdiction de location des passoires thermiques. Merci. Bonjour tout le monde. Donc effectivement, Greenpeace a rejoint cette initiative dès la première année, dès la première édition, parce que cette question de la précarité énergétique, elle est au cœur des enjeux sociaux et environnementaux. On a beaucoup parlé de la dimension sociale qui touche à un confort de vie, à un coût économique, le coût des factures. Mais derrière cette question de la précarité énergétique, il y a aussi la question de la trajectoire climatique de la France. À mon tour de vous donner quelques chiffres, le secteur du bâtiment est le deuxième secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre en France, derrière les transports, avant l'agriculture et notamment la question de l'élevage. Ça veut dire que c'est important. C'est-à-dire le bâtiment, alors logement plus bureau, plus tertiaire, c'est plus d'un quart des émissions de gaz à effet de serre d'un pays comme la France. Le logement tout seul, c'est entre 10 et 15% des émissions de gaz à effet de serre de la France. Donc c'est absolument déterminant quand on parle de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'un pays comme la France et de se placer sur une trajectoire compatible avec l'accord de Paris, qui vise à limiter le réchauffement, à tenter de limiter le réchauffement à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. C'est absolument déterminant de s'attaquer à cette question de comment réduire les émissions liées au secteur du logement et du bâtiment. Et ces émissions, elles sont, en tout cas dans le logement, elles sont principalement dues à la question du chauffage. Consommation de fuel, consommation de gaz principalement. Donc la question pour nous de la rénovation performante de ces bâtiments, elle est clé. C'est l'un des leviers les plus efficaces pour réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre de la France. On a publié il y a quelques temps à Greenpeace une étude là-dessus qui montrait qu'en investissant
85 milliards d'euros de subventions publiques dans la prochaine décennie, ça nous permettait de réduire de 20 millions de tonnes de CO2 les émissions de gaz à effet de serre de la France chaque année. 20 millions de tonnes de CO2, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est à peu près ce qui est demandé en tout à la France en termes de réduction chaque année pour tenter d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Ça veut dire que le levier seul de la rénovation performante des bâtiments permettrait, s'il était accompli jusqu'au bout, permettrait à la France d'atteindre, sans d'autres efforts, c'est pas ce qu'on demande à la France, bien sûr, on lui demande de travailler sur d'autres sujets, mais permettrait à la France d'atteindre ses objectifs climatiques uniquement en travaillant sur la question de la rénovation des bâtiments. Ça amènerait aussi à une réduction de 10% de la consommation de gaz, de 40% de la consommation de fuel. Enfin voilà, tout ça pour vous donner un ordre de grandeur, c'est absolument déterminant, absolument clé de travailler sur ces sujets-là. D'où l'investissement de Greenpeace et d'autres organisations, le réseau Action Climat aussi est partenaire de cette journée, parce que ça fait le lien évident entre nos problématiques environnementales et problématiques de justice sociale. Et d'ailleurs, on s'est engagé aussi sur le terrain avec la Fondation Abbé Pierre et d'autres acteurs comme l'Alliance citoyenne. On a mené des actions de mobilisation citoyenne au plus près des habitants. On a travaillé en région parisienne, au Aubervilliers, pas loin d'ici, à Grenoble, dans la région lyonnaise, à Villeurbanne aussi, pour aller travailler avec les habitants qui s'inquiétaient de la manière avec laquelle potentiellement ces sujets allaient être portés, sans consultation des habitants, et pour essayer là aussi de faire passer ce message que les habitants ont besoin de rénover leurs bâtiments pour leur confort de vie, mais aussi pour participer dans la mesure du possible, pour participer à leur échelle à l'effort collectif nécessaire pour lutter contre le dérèglement climatique. Et il y avait des grandes banderoles qui avaient été déployées sur un certain nombre de bâtiments qui consistaient à dire, je me souviens plus le slogan exactement, mais c'était chauffer nos bâtiments, pas le climat, ou chauffer nos appartements, pas le climat, quelque chose comme ça, pour faire le lien entre ces sujets-là. Donc c'est absolument essentiel de travailler là-dessus. Nous, à Greenpeace, et la plupart des autres associations environnementales partagent ce constat-là, la clé est de travailler sur un triptyque qui est sobriété, efficacité et énergie renouvelable. Mais ça veut dire qu'il faut faire les choses dans le bon sens. Commencer par la question de la sobriété, c'est compliqué, en tout cas en termes de logement, parce que du coup, l'effort va être plus lourd, comme ça a été dit déjà, l'effort va être plus lourd sur les ménages les plus précaires. On a besoin de commencer par la question de l'efficacité. L'efficacité, c'est la rénovation des bâtiments, c'est-à-dire efficacité énergétique, c'est réduire la consommation d'énergie pour un confort de vie amélioré, on est typiquement là-dedans. Donc ça veut dire qu'il faut travailler déjà sur cette question de la rénovation. Ensuite, changer les modes de chauffage, c'est essentiel aussi pour passer de modes de chauffage qui reposent sur la combustion d'énergie fossile, avec les conséquences que ça a sur le climat, à des modes de chauffage qui ne reposent plus ou moins sur la consommation, sur la combustion d'énergie fossile. Ça peut être des pompes à chaleur, ça peut être d'autres solutions. Donc il y a besoin de travailler là-dessus. Et forcément, si on fait les choses dans cet ordre, c'est-à-dire efficacité, énergie renouvelable, changement de mode de chauffage, après la sobriété elle est plus facile, parce que c'est plus évident, plus naturel et plus facile en termes d'efforts à fournir si vous devez réduire votre consommation d'énergie quand votre habitat est mieux isolé, que commencer par des efforts de sobriété. Et pour nous... Effectivement, la question de la norme et de la contrainte est un élément clé. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'exemples sur différents sujets travaillés par Greenpeace et d'autres organisations environnementales où la contrainte est absolument déterminante pour accélérer les transformations. Il ne faut pas voir la contrainte comme uniquement quelque chose de négatif et source de souffrance ou de difficulté. La contrainte est nécessaire pour faire société. La contrainte, elle est un peu partout dans notre société. C'est aussi ce qui permet de vivre en collectif, de vivre dans une société. Mais cette contrainte, elle doit être d'une part planifiée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle tombe comme ça des nues et de manière soudaine et abrupte, et il faut qu'elle soit accompagnée pour ceux qui vont la subir de manière plus difficile que d'autres. Donc il y a besoin d'un accompagnement financier, il y a besoin d'un accompagnement social, mais pour nous, la contrainte, donc ça veut dire l'interdiction de location des logements passoires énergétiques, c'est absolument nécessaire pour accélérer les transformations dont on a besoin. On a un désaccord de vision avec le gouvernement là-dessus. On a rencontré différents ministres qui ont du mal avec cette question de la contrainte parce qu'ils ont le sentiment que ce n'est pas ce que les Français et les Françaises souhaitent. Nous, on leur a dit, la difficulté, c'est que de toute façon, la contrainte, à un moment donné, elle va devoir être là. C'est-à-dire que plus on attend, plus l'effort à fournir pour lutter contre le dérèglement climatique va être important. Et c'est toujours plus facile d'avoir de la contrainte
choisie et, comme je le disais, planifiée et accompagnée que de la contrainte qui va venir brutalement à la fin parce qu'on n'aura plus le choix. Et encore une fois, si cette contrainte elle est expliquée, même décidée ou co-construite avec un certain nombre de bénéficiaires, ça passe bien mieux. Et on a des exemples dans tout un tas de domaines, que ce soit la protection de certaines espèces, les quotas de pêche par exemple, ou les menus végétariens dans les cantines scolaires. Enfin, tout ça, c'est passé par de la norme. Donc on peut dire que c'est de la contrainte, c'est une obligation en tout cas qui s'est imposée. Et aujourd'hui, les résultats sont très positifs. Donc voilà, juste ce que je voulais vous dire moi au nom de Greenpeace. Donc en conclusion, c'est vrai que gardez en tête, parce que ça ne va pas forcément de soi pour tout le monde, que cette question de la rénovation des bâtiments, elle est vraiment clé dans la résolution de l'équation climatique. Il n'y a pas beaucoup d'autres leviers sur lesquels on peut agir pour réduire aussi rapidement et aussi efficacement et avec autant d'ampleur les émissions de gaz à effet de serre de la France. C'est le message qu'on fait passer régulièrement aux différents ministres qu'on rencontre. Ils sont d'accord sur ce sujet-là. C'est un sujet qui, en tout cas en théorie, sur le papier, fait consensus parce que tout le monde est d'accord pour accélérer dans ce domaine-là. La réalité est plus compliquée et elle vient d'être décrite, mais c'est un levier clé. Si on ne travaille pas là-dessus, si on n'accélère pas sur cette question de la rénovation performante des bâtiments, on n'arrivera pas à résoudre l'équation climatique et on n'arrivera pas à faire en sorte que la France réduise suffisamment rapidement, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui, réduise suffisamment rapidement ses émissions de gaz à effet de serre. Je le disais au début, un des objectifs de la journée contre la précarité énergétique, c'est aussi de de rendre visibles les initiatives qui fonctionnent. Et le programme SLIM en fait partie. Donc je laisse la parole à Laure Curval, élue du conseil départemental de Gironde, pour présenter les résultats de ce programme et parler de la réalité de la précarité énergétique sur votre territoire, parce que les collectivités ont un rôle à jouer dans cette lutte. Merci. Et tout d'abord, merci au CLER, le réseau pour la transition énergétique, d'avoir proposé au département de la Gironde de venir à la fois témoigner pour le déploiement de son programme, le SLIM, qui existe depuis 10 ans. Et pour le département de la Gironde, ça fait 6 ans que nous l'avons lancé. Donc, je voudrais en effet dire quelques mots sur le rôle que peuvent jouer les collectivités locales dans la lutte contre la précarité énergétique et aussi expliquer pourquoi, de mon point de vue d'élue, de vice-présidente à la transition écologique, le SLIM est un bon outil qui sait s'adapter à des territoires différents, à des échelons territoriaux différents et qui donne des résultats. Alors, bien entendu, des résultats à l'échelle de ce que peut faire chacun des territoires. Un mot sur le retour d'expérience au niveau du CLER. Donc, on a fêté la semaine dernière les 10 ans du SLIM, qui veut dire Service local d'intervention pour la maîtrise de l'énergie. Alors, c'est important parce que ça fait bien le lien, comme vous venez de le faire, entre la précarité énergétique et bien entendu les enjeux environnementaux. Il y a aussi des enjeux de santé sur lesquels je reviendrai. Et ces 10 ans du SLIM ont permis d'accompagner au niveau national plus de 75 000 ménages. Et depuis 10 ans, en tout, 70 territoires, 70 collectivités se sont engagées. Les départements sont souvent engagés, ils représentent un tiers de ces collectivités engagées. Pourquoi ? Parce que dans la répartition du millefeuille territorial, on est chargé d'être le chef de file de la lutte contre la précarité énergétique, bien que ce soit la région qui agisse en chef de file pour la rénovation. Donc il y a d'autres départements, je pense notamment à la Mayenne, que le CLER a distingué en même temps que nous. Il y a évidemment des métropoles, Paris, Lyon, Lille, et puis ça peut être à l'échelle de toutes sortes de territoires. Donc finalement, ça fait quand même en 2022 35% de la population française qui était dans un territoire couvert par un SLIM. Alors en Gironde, on vous a dit 12 millions de personnes en France sont en précarité énergétique. On pourrait penser que grâce à une météo plus clémente, on est moins touché, ce qui n'est pas faux, mais pas entièrement vrai non plus. Et de toute façon, il a été évoqué la question désormais de plus en plus forte de la précarité
énergétique d'été. Ça va être un vaste chantier, pas seulement en Gironde, mais dans tout le sud-ouest. Donc, pour la Gironde, c'est plus d'un ménage sur 10. C'était à peu près 11,5% de la population en Gironde qui était en précarité énergétique. La Gironde, c'est 1,7 million d'habitants. Ce chiffre est plutôt meilleur que celui qui existe au niveau de la région, mais c'est évidemment encore beaucoup. Le profil des ménages qui est repéré par le SLIM du département de la Gironde, ce sont essentiellement des locataires qui sont dans le parc privé à 75%, ce qui va expliquer parfois certaines difficultés pour mettre en œuvre des solutions. 17% sont dans le parc public et 15% sont propriétaires occupants. Et on n'est pas forcément sur du collectif puisque le SLIM 33, le SLIM de la Gironde, n'est pas déployé sur la métropole bordelaise qui a, elle, d'autres dispositifs. Donc pourquoi choisir un SLIM et quel est l'intérêt de sa méthodologie ? Ce qui m'a intéressé comme élue, c'était de pouvoir aller davantage dans la prévention. Tous les départements, mais aussi les métropoles, abondent les budgets des FSL, les fonds Solidarité Logement. La Gironde, pour vous donner un ordre de grandeur, on verse une aide de 3,5 millions d'euros. Alors là-dedans, on va aider les impayés. Les factures d'énergie, d'eau, il y a aussi d'autres actions vers les loyers. Mais finalement, on arrive en bout de course quand ça va mal pour le ménage. Et même si c'est une aide en urgence qui est absolument nécessaire, et j'ai bien entendu qu'il fallait amplifier, ça ne résout pas le problème du ménage. Donc, ce qui est appréciable dans le SLIM, c'est qu'on va essayer d'aller vraiment vers une sortie durable de la précarité énergétique. Donc, au département, c'est 1,5 million d'euros de budget et la moitié, ce sont des recettes grâce à la valorisation que le CLER gère au niveau national par les certificats d'économie d'énergie. Donc, si jamais il y a des élus qui nous écoutent, c'est vraiment une opération gagnant-gagnant puisque ça fait quand même à peu près la moitié de l'effort de la collectivité qui est couvert par les recettes. Et on s'appuie sur des associations, 3 opérateurs, que nous avons choisis à la fois pour leur caractère associatif, mais aussi pour leur technicité et leur capacité à la fois réaliser un diagnostic social et un diagnostic technique sûr. Alors c'est un autre intérêt du programme SLIM, c'est que on s'adresse vraiment au ménage, à la personne, et on va essayer d'attaquer aussi des solutions qui sont tout simplement celles de la lutte contre la précarité. Et là-dedans, il y a la lutte contre la précarité énergétique. Et bien sûr, ensuite, il est très important d'avoir dans la boîte à outils des solutions de rénovation performantes. Mais on a toute une série de solutions possibles. Donc, par exemple, la médiation avec le bailleur. Alors, les étapes commencent quand même par le repérage des ménages. Ça peut, selon le territoire, les donneurs d'alerte peuvent être très divers. Pour nous, ce sont essentiellement les travailleurs sociaux ou aussi les associations avec lesquelles nous travaillons. Outre nos 3 associations partenaires et opérateurs sur le territoire, nous avons aussi des conventions avec la Fondation Abbé Pierre, avec les compagnons bâtisseurs, puis avec une association dans le Libournais qui est plus spécifique à ce territoire. Ensuite, donc, il y a les visites, et c'est là où il est important d'avoir des chargés de visite qui puissent poser un diagnostic technique suffisamment sûr aussi pour voir ce qu'on va activer ensuite comme orientation et comme solution. Les solutions pouvant donc être soit une médiation locataire-bailleur. On essaie d'ailleurs de développer un peu plus de la médiation juridique avec la DIL
mais une médiation au plus près du ménage, pas obliger le ménage à se déplacer à Bordeaux, etc. Ça peut être bien sûr des travaux et ça peut être avec les compagnons bâtisseurs ou la Fondation Abbé Pierre, des petits travaux, de l'auto-réhabilitation, des chantiers accompagnés. On apporte un kit pour tout simplement des petits appareils d'économie d'eau et de maîtrise de l'énergie immédiate. Souvent, ces ménages sont vraiment en restriction. C'est pas juste qu'ils ont des difficultés à se chauffer, c'est qu'ils font effectivement le choix de ne pas se chauffer. C'est pas rare de trouver vraiment des poêles au fioul utilisés dans des conditions assez désastreuses, etc. Donc c'est un petit peu tout cela et on a, je pense, qui marche bien, c'est qu'on a des comités de suivi mensuels qui mettent tous les partenaires autour de la table, à la fois sociaux et techniques, avec la pile des dossiers des ménages. Et c'est là où, si vous voulez, intervient un peu le côté couteau suisse du SLIM pour essayer non seulement de trouver des solutions à la précarité énergétique, mais encore une fois, des solutions à la précarité tout court. Alors évidemment, il n'est pas rare non plus que le logement soit indigne, insalubre et qu'il y ait une fiche de signalement, que tout simplement la solution soit de trouver un autre logement. Donc voilà un petit peu pour comment se déroule cette méthode. Ces 4 étapes sont toujours celles du programme du SLIM: repérer, faire les diagnostics, orienter et apporter un soutien renforcé. Pour le département de la Gironde, ça veut dire un suivi pendant 1 an. Et ensuite, on essaie d'évaluer est-ce qu'on est dans une sortie durable de la précarité énergétique. On combine le taux d'effort énergétique avec est-ce que le ménage, la personne nous dit qu'elle ressent un meilleur confort dans son logement. C'est quand même important aussi de partir de son ressenti. Bien sûr, les éléments objectifs de baisse des factures et de baisse des consommations. Et un autre critère, puisque le FSL, le Fonds Solidarité Logement, est partenaire avec nous, c'est de voir si le ménage ne recourt plus au FSL, il n'y a plus d'impayé d'énergie, ou bien si les demandes d'aide ont baissé. Sur les ménages que nous arrivons à joindre de nouveau, on est ceux qui répondent à la combinaison de ces 4 critères. Ça se situe plutôt à la moitié des ménages. Après, il y en a encore une partie, encore une fois, qui va tout simplement quitter le logement. Donc, on ne va pas appliquer ces critères-là. On a constaté des économies de 350 € par an sur les factures, ce qui est pas mal, rapporté au montant des chèques énergie qui vous ont été donnés tout à l'heure. Alors, les perspectives, je commencerai par les perspectives pour mon département avant d'élargir bien sûr aux perspectives nationales. Moi, j'aimerais bien évidemment qu'on arrive davantage malgré tout à aller sur des rénovations, même si encore une fois, je vois bien que sortir des personnes de la précarité énergétique, c'est les sortir de la précarité tout court et qu'il est absolument fondamental d'avoir un accompagnement qui est social et pas seulement technique. Il ne s'agit pas seulement de s'intéresser au logement. Comme le département a une délégation des aides à la pierre, pour reprendre un peu le jargon technocratique, ça veut dire qu'on gère les aides de l'ANA. Voilà. Mais les aides de l'ANA ont leur niveau de performance. Je pense que ce n'est pas celui qu'a présenté l'association d'Orémy et donc on aurait une marge de manœuvre si on arrivait à mettre en place un fonds d'aide. Alors là, je ne parle pas seulement à des petits travaux, à des travaux plus conséquents. Et c'est très important qu'au niveau national, on puisse appuyer sur des réseaux comme Leclerc, avec des échanges d'expériences avec d'autres collectivités. Leclerc, pour 2025, a un objectif assez simple à retenir. C'est 100 collectivités qui seront engagées pour accompagner 100 000 ménages. J'ai oublié de dire quand même que la cible du département de la Gironde, c'est 1000 ménages accompagnés par an.
Donc on est en plein dans les objectifs du CLER et on en a accompagné plus de 4000 depuis 2017. Et au niveau du CLER, ce sera un budget de 56 millions d'euros dédié au programme SLIM pour 4 ans. Donc 100 collectivités, 100 000 ménages, 56 millions d'euros. Ça fait un beau challenge qu'on espère pouvoir relever s'il y a effectivement un environnement aussi législatif et un environnement national qui donne des conditions favorables. Merci. Merci à toutes et tous pour vos interventions. On va passer à un temps de questions-réponses. Donc peut-être commencer en présentiel et ensuite les questions qu'il y aurait, n'hésitez pas à les poser en ligne et dans le chat sur YouTube. Oui. Bonjour, Vicente pour l'agence France Presse. C'est plutôt une question d'actu. Pendant la conférence, l'État a annoncé s'être mis d'accord avec EDF sur un prix moyen de l'énergie nucléaire autour de 70 € le mégawattheure. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'un de vous veut répondre? Pas grand-chose. Moi, je ne dirais pas de bêtises, mais pardon. Oui, non, je n'ai pas les éléments qui permettraient de faire une réponse qui soit consolidée. Peut-être quelqu'un? Non plus? Alors, je peux parler avec ça? Oui. Alors, c'est plutôt dans le comité de pilotage de la journée contre la précarité énergétique. Il y a la FNCCR, qui est un réseau de collectivités qui qui a suivi cette question de près. C'est en lien avec la fin des tarifs, les nouveaux tarifs réglementés pour la vente d'électricité au niveau européen. Globalement, ça va créer une hausse du prix de l'électricité qui est assez conséquente. Je ne me souviens plus exactement de l'ampleur que ça pouvait être, mais je crois que le maximum auquel on s'attendait, c'était 80 €. Et du coup, avec 70 €, on est en tout cas bien au-dessus des prix actuels. Et donc, c'est un sujet qu'on suit au sein du comité de pilotage à travers notamment la FNCCR. Mais, je le précise, on a un webinaire organisé par notre chargé de mission Europe de la Fondation Abbé Pierre avec la FNCCR le 21 qui va parler de l'évolution de ces tarifs au niveau européen et des conséquences sur le marché français. Donc on abordera cette question à ce moment-là. Sur les aides, est-ce que le prêt PTZ, éco-PTZ est cumulable avec ma prime Rénov'? Et vous avez dit tout à l'heure que les banques étaient encore frileuses pour délivrer donc ce prêt à taux zéro. Qu'en est-il exactement, en fait? Oui, alors l'éco-prêt à taux zéro a été prolongé dans la réforme de 2024. Donc il sera toujours possible d'y faire appel. D'ailleurs, il a été augmenté. Il était plafonné à 30 000 € jusqu'à il y a quelques temps. Il est maintenant plafonné à 50 000 €. Et la durée a été allongée. Et en effet, il est cumulable avec les aides MaPrimeRénov', qui sont des aides de l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA. Il est aussi cumulable avec les certificats d'économie d'énergie, cumulable avec les aides des collectivités locales, les aides des associations. Donc oui. Et toute la question, en effet, c'est celle de l'accès à ce prêt, parce qu'aujourd'hui, on est sur des critères qui sont les critères classiques du taux d'endettement calculé dans les banques, qui a d'ailleurs été renforcé par les règles européennes suite à la crise bancaire. Et donc, on n'a pas officiellement de composante d'économie d'énergie qui est pris en compte dans le taux d'effort énergétique. Donc, dans le taux d'effort des ménages, taux d'effort bancaire des ménages. Donc ça, c'est un gros enjeu, puisque si on divise par 4 à 8 les consos, on peut avoir un taux d'endettement qui est bien réduit, sauf que ces dépenses-là ne sont pas prises en compte aujourd'hui. Et c'est vrai qu'une des pistes pour la suite sur lesquelles on travaille avec plusieurs acteurs, c'est d'aller plus loin sur le financement. La simplification des aides est vraiment forte, mais le manque d'accès à ces prêts sur le reste à charge peut être bloquant. Et demain, il pourrait y avoir des acteurs qu'on appelle de tiers investissement, qui seraient des structures qui financeraient et qui feraient la rénovation directement pour le compte du ménage. Donc le ménage n'aurait plus rien à faire au niveau technique, au niveau démarche. Et au niveau financement, toute l'avance et tout le financement serait fait par cette structure qui payerait directement les artisans et qui ensuite proposerait une forme de redevance aux ménages, mais cette redevance serait cette fois-ci vraiment basée, calculée sur les économies d'énergie, ce qui change énormément des critères des banques. Et ces structures-là pourraient être les sociétés de tiers financement qui existent aujourd'hui dans certaines régions ou d'autres structures qui ont des critères différents des banques. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Bonjour, Amandine, je suis journaliste pour l'association Construction 21. J'avais une question à propos de la fiabilité des audits énergétiques pour vous, monsieur, pour tout le monde aussi. Ce serait quoi les pistes justement pour remédier un petit peu à ce problème, parce que c'est quand même une vraie question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit plus fiable et éviter un petit peu ce problème-là? De façon un peu provoque, ne pas utiliser d'audit. Non, sincèrement, il y a bien d'autres méthodes qui existent que les audits énergétiques et les diagnostics. Et c'est des méthodes sur lesquelles on échange avec les services de l'État pour essayer. En fait, l'avantage des diagnostics et des audits, c'est qu'ils sont très clairs et facilement compréhensibles par tous. A, B, C, D, E, F, G, tout le monde comprend. Sauf que ça c'est sur la base de calculs qui simplifient forcément la réalité, qui ne donnent pas la réalité des usages du ménage. Et donc, ce qu'on propose, c'est de garder cet élément-là, qui est parlant, qui est pédagogique, mais de mettre des garde-fous et, par exemple, faire en sorte que tous les audits ou les diagnostics respectent dans leurs préconisations et dans leurs calculs des solutions qui, elles, sont basées sur la thermique réelle. C'est un peu technique, mais il y a des solutions, des bouquets de travaux, si vous voulez, qui ont été précalculés par des ingénieurs thermiciens, qui sont utilisés sur le terrain depuis plus de 10 ans. C'est sur la base de simulations thermiques dynamiques qui ont été faites sur des maisons. Donc on a un parc de maisons très différent qui a été simulé avec différents postes de travaux qui ont été faits à différents niveaux de performance, et on simule ce que ça fait thermiquement au niveau vraiment physique. Et ça nous donne des bouquets précalculés. Très concrètement, vous mettez telle résistance thermique en toiture, donc par exemple ça équivalent à 40 cm de laine de bois. Vous avez des éléments très concrets, et ça vous donne des bouquets de travaux où on vous dit pour chaque poste de la maison que faire. Et donc ça permettrait l'utilisation de ces bouquets précalculés de fiabiliser les diagnostics et les audits. Et c'est-à-dire que n'importe quel diagnostiqueur et auditeur doit vérifier que son calcul retombe bien sur un des bouquets de travaux précalculés qui, lui, a été fiabilisé. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi un problème, au-delà des étiquettes qui peuvent être faussées, volontairement ou pas, de fiabilité des préconisations qui sont faites. L'auditeur, le diagnostiqueur, il donne des préconisations de travaux. Et ça, le ménage, il s'attarde beaucoup là-dessus. Et on lui dit, c'est plus intéressant pour vous juste de changer le chauffage plutôt que d'isoler vos murs. Et donc ça a un impact fort sur l'accompagnement derrière. Donc il y aurait ces éléments-là. Alors, on a une question en ligne. Vous avez mentionné une proposition de loi sur l'accompagnement des consommateurs de gaz et d'électricité. Par qui cette proposition de loi sera portée et a-t-elle déjà été déposée? C'est Élodie Rétière de AEF qui la pose. Alors, c'est moi qui l'avais mentionné au début. Elle sera portée par Madame Mireille Clapeau, qui est élue Renaissance dans la Drôme. On a eu l'information hier, donc je n'ai pas encore reçu la proposition de loi, mais il y a une conférence de presse à l'Assemblée nationale le 23 pour la présenter. C'est une proposition transpartisane, donc en association en tout cas entre la majorité et d'autres groupes politiques. Mais c'est Mireille Clapeau, élue Renaissance de la Drôme. Et une proposition de loi qui vise à renforcer l'accompagnement des consommateurs de gaz et d'électricité. Et les aides, Pardon, c'est protection le mot, je crois. Protection des consommateurs de gaz et d'électricité. Donc peut-être un sujet sur les chèques énergie, les aides au paiement des factures. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Juste une question technique sur les chiffres que vous avez donnés, Monsieur Robert, au début de la conférence. Tous ces chiffres, c'est source médiateur de l'énergie? Les premiers, oui. Les trois chiffres que j'ai, les trois registres de chiffres que j'ai indiqués qui montraient une augmentation des difficultés pour payer les factures et donc de fragilité et de précarité énergétique, ce sont les derniers chiffres du médiateur national de l'énergie pour 2023. Et on attend encore les résultats de l'enquête nationale logement de 2020 qui va nous permettre de mettre à jour tous les indicateurs. Pour l'instant, la seule donnée qu'on a pu évaluer côté Fondation Abbé Pierre, c'est l'évolution du nombre de ménages qui ont souffert de la chaleur dans leur logement. Et depuis 2013, ça a augmenté de 26%. Mais sur les questions de froid, on n'a pas encore exploité les données. Est-ce qu'on peut voir la répartition des copropriétés? Vous avez un micro derrière, si vous voulez. Les maisons individuelles, je ne sais pas s'il marche en fait. Est-ce qu'on peut avoir la répartition des copropriétés et des maisons individuelles
en passoire énergétique, en fait. Oui, on l'a manuellement, je crois. Parce que la problématique n'est pas la même. En fait, c'est plus compliqué en copropriété. Alors, on a les infos sur les fragilités. Donc, il y a des éléments de détail que je peux vous donner. Puis peut-être que Manuel, s'il a les éléments où on vous les fera passer, hein, c'est possible aussi. Je reprends juste sur les chiffres qui ont été présentés. Il me semble qu'on avait les éléments sur... Tu les as, Maïder? Je pense que c'est dans le rapport de l'Observatoire national de la rénovation énergétique sur l'état du parc locatif. Il date de 2021 ou 2022. Pardon, l'état du parc de logement. Mais peut-être, Léana, est-ce que tu as la répartition? Non, oui, je n'ai pas le détail là. Je n'ai pas le chiffre détaillé là, on pourra vous le transmettre plus tard. Mais juste un point d'attention, il y a eu un changement dans le mode de calcul du diagnostic de performance énergétique qui a fait que ce nombre de passoires a d'un coup magiquement diminué il y a quelques années. Donc si vous prenez des chiffres un peu plus anciens, vous aurez un peu plus de passoires, un peu plus de ménages en précarité énergétique. Et les chiffres plus récents sont un peu plus bas. Oui, ce qui nous amène à plutôt, du coup, avoir des chiffres si on a changé le thermomètre, on va dire. Donc c'est entre 5,2 et 7 millions de passoires thermiques. Après, le découpage, on pourra vous le faire passer parce qu'on l'a, mais je ne l'ai pas sous les yeux. Très bien. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, merci à tous les intervenants. Merci à vous d'être venus à la fois en physique et en ligne. Voilà, la journée contre la précarité énergétique, c'est le 23 novembre. Les événements commencent déjà à avoir lieu. Et les intervenants restent disponibles pour répondre à des interviews spécifiques si besoin. Merci. Merci à toutes et à tous.